maladies tropicales négligées, au nombre de 14, affectent des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Les malades de ces pathologies sont, en Afrique, laissés pour compte. Abordons avec des experts quelques-unes de ces maladies et pourquoi dit-on qu'elles sont négligées. Si vous voulez, l'image que l'on donne de ces maladies, c'est qu'à une certaine époque, il y a eu, si vous vous souvenez des gens, des parents qui étaient aveugles, accompagnés de leurs enfants. C'était à l'époque les effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez aussi ce qu'on appelle vulgairement la maladie du sommeil, où quelqu'un se met à dormir, n'importe comment, c'est la trypanosomiase humaine africaine. Mais de temps en temps aussi, vous avez des images des gens qui ont une jambe qui est très enflée, qui ont du mal à marcher. Ça, c'est la filariose lymphatique. Ce sont des maladies de la pauvreté qui touchent les plus faibles d'entre nous, qui touchent les personnes qui sont déjà dans des conditions de vie très difficiles. Et ces maladies-là, qui sont des maladies transmissibles, ce sont des maladies transmissibles, mais qui ont été négligées parce que ça concerne les pauvres. Et comme les pauvres n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments, alors ils se sont vus abandonnés avec ces maladies qui défigurent, qui handicapent, qui appauvrissent davantage. Et c'est pour ça qu'on dit négligé, parce que personne n'a voulu s'occuper de ces maladies-là. Dans plusieurs pays africains, l'intégration ou la combinaison de la lutte contre ces maladies pose problème. Il est question d'approfondir les réflexions dans ce sens. En Guinée, par exemple, la lutte se mène vaille que vaille contre la lèpre et l'ulcère de Bureli. Le grand défi, c'est cette intégration. L'intégration en Guinée se constate au niveau périphérique parce que toutes ces maladies et au niveau périphérique ont les mêmes répondants, mais au niveau central, il reste encore à faire. La lèpre, comme vous le savez, c'est la vieille des vieilles. Et au départ, il y avait trop de ressources, mais ça ne suit que les indicateurs. Maintenant, nous avons éliminé la lèpre au niveau national, au niveau même périphérique, au niveau des préfectures, des régions. Seulement, il reste encore des poches à l'intérieur de ces préfectures. Chacune des préfectures abrite au moins une sous-préfecture qui est à plus d'un cas pour 10 000 habitants. Donc, et puis, mieux que ça, les nouveaux cas qui sont détectés présentent des infirmités. Nous avons un pourcentage élevé d'infirmités parmi les nouveaux cas. Et nous sommes à près de 16 à 17% d'infirmités parmi les nouveaux cas. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé en a fait une priorité. Donc on s'attelle pour que ce taux soit réduit au maximum. En Guinée, la maladie est endémique dans le sud du pays et qui se trouve être à 1000 km de la capitale. Ça, c'est un problème. Et les financements ne sont pas comme on le voudrait aussi. Et ça, c'est un autre problème. Mais de sorte qu'on fait avec ce qu'on a. Quand on cherche des financements, on se rend dans la région et puis on fait des dépistages précoces, des dépistages actifs pour retrouver certains malades et les drainer vers le centre de traitement. Avec l'ulcère de Bureli, c'est de grands ulcères qu'on a. La maladie ne commence pas par l'ulcère. Justement, c'est ce qui fait qu'il faut dépister précocement pour éviter ces ulcères-là, ces grands ulcères qui créent des handicaps chez les malades et des incapacités. Il peut y avoir un nodule et si le malade est vu au stade de nodule, c'est plus simple. On enlève le nodule, on fait un traitement médical de 8 semaines et puis c'est fini. Et il y a des plaques aussi, ce qu'on appelle des plaques au départ. Si le malade est vu au moment des plaques aussi, c'est plus simple à gérer. Et il y a aussi des œdèmes parfois au départ. Si le malade est vu à ce niveau, à ce moment, la prise en charge est plus facile. Mais sinon, c'est un peu difficile.
Et donc, avec les moyens de bord, nous nous rendons dans le sud du pays, nous faisons des dépistages actifs, nous drainons les malades au centre et puis on fait le traitement. L'atelier de réflexion organisé au Bénin du 14 au 16 juin est l'occasion pour les acteurs du secteur de prendre des mesures pour la diminution ou l'éradication des maladies tropicales. L'espoir, c'est bien sûr qu'en 2020 ou en 2030, nous cessons d'avoir ces maladies-là et surtout arrêter de dire maladies négligées parce que ça sera des maladies qui nous concernent tous, qui concernent l'humanité et comme on veut lutter contre la pauvreté, il faudra également limiter l'importance ou l'impact de ces maladies-là pour que ceux qui sont pauvres déjà ne s'appauvrissent pas davantage. Les maladies tropicales négligées sont aujourd'hui à la fois une urgence, mais une priorité, d'abord au niveau des pays, que les gouvernements s'engagent, mais aussi au niveau du partenariat mondial pour la santé. Une école pour les réfugiés créée par des réfugiés. L'objectif, offrir une éducation aux enfants de leur communauté. Ils sont maintenant une vingtaine de réfugiés bénévoles à y enseigner. Ça me rend heureuse de voir les sourires sur leur visage. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. Une éducation à laquelle ils n'ont jamais eu droit en Indonésie. Près de 14 000 réfugiés et demandeurs d'asile sont en attente ici, avec l'espoir d'obtenir le statut de réfugié ou d'être réinstallés ailleurs. Un processus qui prend des années, au cours desquels les enfants sont souvent déscolarisés. Cette école maintient le lien avec l'éducation et entretient les ambitions des élèves. Plus tard, je veux être médecin pour aider les gens, pour qu'ils ne tombent pas malades. En Afrique, en Irak ou en Syrie, par exemple. Quand je serai grande, je veux être médecin. Depuis que les réseaux de passeurs vers l'Australie sont fermés, les réfugiés sont forcés d'attendre, dans un pays où ils ne seront jamais autorisés à s'installer définitivement. L'Indonésie n'a pas signé les conventions et les protocoles principaux sur le traitement et l'accueil des réfugiés. Il n'y a donc aucun droit à l'éducation ici en Indonésie. Nous saluons les efforts de ces organisations qui proposent ces services essentiels aux enfants. Mais si on regarde la situation dans son ensemble, il y a des milliers d'enfants qui en auraient besoin. Les classes sont pleines et la liste d'attente s'allonge. L'initiative a fait école, puisque des communautés voisines lancent leur propre programme, avec l'espoir d'un avenir meilleur pour ces enfants qui ont fui la guerre. L'ancien policier est devenu tailleur. À 21 ans, Mathiula est le seul survivant d'une attaque contre un poste de police qui a fait 7 victimes. L'assaillant était un infiltré taliban, non pas un combattant aguerri, mais un enfant, ce qu'on appelle un bacha, un terme qui signifie garçon en dari, l'une des 2 langues officielles d'Afghanistan, mais qui désigne ici un jeune esclave sexuel. Le bacha du commandant s'est retourné contre les policiers. Il y a plein de commandants de police dans la province qui refusent de travailler dans un checkpoint s'ils n'ont pas de bacha pour se divertir. Les bachas ont aussi provoqué des rivalités mortelles entre des commandants. Dans un pays qui condamne l'homosexualité comme une perversion interdite par l'islam, cet esclavage sexuel pédophile est pourtant largement accepté. Une tradition perpétuée par certains notables, dont des commandants de police, dans des régions rurales comme ici, à Oruzgan. Leurs victimes, souvent prépubères, deviennent des proies faciles pour les talibans, à la recherche d'agents doubles pour attaquer la police. Ces garçons sont utilisés à des fins sexuelles pour remplacer les femmes. Et les talibans se servent de cette faiblesse contre la police. C'est un gros problème au sein des forces de police. C'est pour ça qu'il faut changer ça. D'après des sources officielles, la quasi-totalité des 370 barrages et postes de police d'Uruzgan compte au moins un esclave sexuel. Mais dans certains checkpoints, les pratiques ont changé. C'est un gros problème pour nous. Ces attaques de Bacha ont créé une très grande méfiance au sein même de la police. Nos commandants n'autorisent plus les garçons. Avant, on en avait un, mais ils l'ont fait partir.
Les attaques menées par des bachas ont fait plusieurs centaines de victimes dans les rangs de la police au cours des 2 dernières années. Mais les talibans, eux, nient toute implication de mineurs dans leurs attaques contre les forces de sécurité afghanes. Les talibans qui avaient interdit les bachas lorsqu'ils étaient au pouvoir. Quand partout ailleurs en Afrique on se bat pour sauver les éléphants des braconniers, l'Afrique du Sud doit faire face à une surpopulation de pachydermes. Ceinturés par des barrières, l'essentiel des réserves sud-africaines sont de petite taille. Les éléphants, qui dévorent plus de 200 kg de végétation par jour, doublent naturellement leur population tous les 15 ans et finiront par bouleverser cet écosystème. Alors ici, on a pris des mesures radicales. Dans ce fusil, non pas des balles, mais des fléchettes, pour administrer aux 22 femelles adultes de la réserve un vaccin anti-conception. Mais encore faut-il arriver à atteindre les animaux. Tout le monde pense qu'un éléphant c'est gros. Oui, c'est vrai, mais quand l'hélicoptère bouge, que les éléphants sont sous les arbres et que l'hélicoptère tente d'éviter les arbres, là ça se complique. Il faut aussi s'assurer que l'on pique l'éléphant au bon endroit. Car pour que le vaccin soit le plus efficace, il faut qu'il soit absorbé par les vaisseaux sanguins des muscles. À Makalali, réserve pilote, les chercheurs étudient les effets long terme de la contraception sur les troupeaux d'éléphants. Ils ont équipé 3 femelles de colliers satellites, colliers qu'il faut changer régulièrement, après avoir immobilisé l'animal grâce à l'injection de produits anesthésiques. Poussez! Attention à l'arrière. Parfait. Elle a porté ce collier pendant 4 ans et il est périmé. On lui place un tout nouveau collier, ce qui va nous permettre de la suivre et d'affiner les relevés de données. Ces déplacements sont ceux du troupeau entier, donc les relevés sont très importants concernant les effets secondaires sur le comportement des animaux et pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. La femelle éléphant se réveille, un peu groggy, mais tout sera rentré dans l'ordre dans quelques minutes. Grâce au collier satellite placé sur les 2 femelles, la chercheuse Audrey Delsing peut maintenant suivre la position des éléphants dans la réserve. À Makalali, la population d'éléphants est désormais stabilisée. Il semblerait que les rapports sociaux entre les animaux n'aient pas été modifiés par la contraception. Les éléphants n'ont pas modifié leur territoire. Leurs liens sont intacts, même plus forts que jamais, donc tout se passe comme prévu. Grâce au travail de la chercheuse Audrey Delsing et de son équipe, l'immunocontraception des éléphants a été adoptée dans plus de 20 réserves en Afrique du Sud. Elle permet un contrôle humain et adapté à chaque situation des populations de pachydermes.